Bonsoir à tous. Le début de cet été a été marqué par 3 tragédies aériennes encore inexpliquées. La disparition d'un avion de Malaysian Airlines, puis l'explosion en vol d'un avion de la même compagnie touché par un missile au-dessus de l'Ukraine. Et enfin, le crash d'un appareil d'Air Algérie. Des familles entières qui faisaient naturellement confiance aux pilotes et à leur avion ont ainsi été tragiquement décimées. Voler est devenu une telle routine qu'à chacune de ces catastrophes, on ne peut s'empêcher de penser que cela aurait pu être notre tour. Chaque circonstance est bien sûr particulière. Heureusement, il est rarissime qu'un avion de ligne soit abattu intentionnellement par un missile. Non. Le plus grand risque en matière de sécurité aérienne, c'est la défaillance humaine. Autrement dit, le pilote, ses capacités, sa formation, son état de santé au moment du vol. Raphaël Engel et Laurent Nègre ont voulu vérifier dans quelle mesure les pilotes à qui nous confions nos vies sont dignes de notre confiance. Leur constat est préoccupant. Les pilotes eux-mêmes donnent l'alerte, en particulier sur les pressions économiques qu'ils subissent. Saviez-vous, par exemple, qu'aux États-Unis, les pilotes ne peuvent pas voler plus de 8 heures d'affilée, alors que l'Europe en autorise 11 ? Quel impact sur notre sécurité ? Regardez cette enquête. Guten Morgen miteinander. Alors, la météo du jour. Londres a l'air dégagée. Quelques nuages sur la Suisse. Vous voyagez souvent en avion? Oui. Quel type de compagnie vous prenez? Air France, Bruxelles Airlines. J'ai pris pas mal Malaysia aussi. Hast du schon Informationen, Flüge? Genau, der Flüger ist von Belgrad. Qu'est-ce que vous savez des conditions de travail à bord pour les pilotes? Ah bah je sais pas grand-chose. Alors on va passer... J'y pense pas vraiment. Après, effectivement, je comprends qu'il puisse y avoir des problèmes pour les pilotes ou quoi, et c'est important qu'ils aient des bonnes conditions de vol et de travail. Guten Morgen. Ils ont énormément de contraintes, finalement, ces gens, au niveau horaire, de jour, de nuit, week-end, jours fériés, tout ce qui s'ensuit. Reading 1390, checked. The working conditions, but not much really. He sits in a cockpit and takes off, and that's all I know. Ils sont assez bien rémunérés parce qu'ils font des études assez longues et puis nos vies sont entre leurs mains quelque part. Lorsqu'un passager achète son billet, pour le moment, on lui vend un avion moderne, un écran devant son siège, un beau plateau pour manger, éventuellement un horaire. Mais il y a un prix, et c'est d'abord le prix qu'il va regarder dans la majorité des cas. Il n'y a pas d'analyse qui est faite pour qu'il se pose la question, mais j'achète quel produit en termes de sécurité? La compagnie aimerait gagner de l'argent, les passagers aimeraient payer un minimum, et nous, les pilotes, on se retrouve un petit peu pris au milieu de tout ça. Est-ce que j'estime que c'est normal, ou est-ce qu'on dépasse les limites? Ces petits points, autant d'avions. Ils sont plus de 90 000 à sillonner le ciel chaque jour. À leur bord, des pilotes dont le point commun peut être l'amour d'une profession qui fait du ciel le plus beau bureau du monde. Un métier de passion qui se heurte à un marché impitoyable, où le profit et la sécurité ne font pas forcément bon ménage. Nous sommes à l'Office fédéral de l'aviation civile, dans la banlieue de Berne. C'est ici que chaque année, quelques 200 candidats pilotes passent leur licence professionnelle. Tout d'un coup, one shot. Je repasse, c'est moi. J'ai tout réussi. Ouais, tout réussi. Tout du premier coup, ouais. Ouais, mais encore une fois, c'est une belle preuve que quand tu bosses, tu sors les pouces du cul, ça marche quoi. Ça fait bien. Santé, Ce jour-là, pour Timothy et Mathieu, deux jeunes romans, c'est près de 18 mois d'efforts qui se voient récompensés. Financièrement, c'était un très gros sacrifice. J'ai dû mettre de mes propres sous que j'ai gagnés à l'armée, j'ai dû mettre passer 35 000, 40 000 francs. J'ai dans la vingtaine et c'est quand même beaucoup d'argent. Maintenant, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de la formation, c'est environ encore 70, 80 000 francs. Pour financer quoi concrètement? Les heures de vol, les instructeurs, le simulateur, les examens. Ça coûte cher en fait. Ouais. Tout ce qui est dans l'aviation, ça coûte cher.
En 1996, pour des raisons budgétaires, la Confédération a cessé de financer la formation des pilotes. Les élèves doivent alors se débrouiller seuls pour trouver les quelques 120 000 francs nécessaires pour se former. C'est le cas de Mathieu. Dès le moment où on trouve le métier après, c'est pas trop un problème. Le problème, ce serait d'arriver au bout et puis qu'en X années, on doit rembourser, mais on n'a toujours pas de travail. Pour Timothy, par contre, la voie est presque tracée. C'est Suisse qui encadre sa formation. Pourtant, le jeune Roman devra tout de même passer à la caisse. La formation terminée, Suisse lui réclamera 73 000 francs, remboursables en 6 ans. Elle est bien loin l'époque où Swissair payait les pilotes pour les former. Il y a une grosse dégradation dans le monde de l'aviation. Il y a eu les États-Unis en premier, où souvent les gens ils doivent travailler à côté de leur métier de pilote, qui ne trouvent pas de travail avant d'avoir X milliers d'heures de vol. C'est vraiment difficile. Et j'ai l'impression que c'est un modèle qui est peut-être en train de venir en Europe. Donc l'aviation pour tous, d'avoir des charters, des vols les moins chers. Et au final, les compagnies, il y a un moment où ils vont devoir économiser, s'aligner au marché en baissant les salaires de tout le monde en général. Et ce n'est pas qu'une impression. Marc Vionnet, pilote de ligne long cours et syndicaliste. Ancien de chez Swissair, il a perdu la moitié de son salaire en étant réengagé par la compagnie suisse. Aujourd'hui, il se fait du souci pour la nouvelle génération de pilotes issus d'écoles privées. Un jeune pilote qui sait payer sa formation et qui vient sur le marché, il est mis sous un stress considérable puisqu'il lui faut, dans un laps de temps de maximum, allons-y jusqu'à une année, il faut absolument arriver à voler un certain nombre d'heures sur le type de machine pour lequel il a sa licence. Donc on trouve des copilotes qui sont prêts à voler pour rien, voire à payer pour pouvoir aller faire des heures. Voler à tout prix pour ne pas perdre cette licence si chèrement payée. Notre prochain interlocuteur est de ceux qui sont allés très loin pour trouver des heures de vol. Il a exigé de témoigner anonymement afin de protéger ses chances de retrouver un jour un job dans l'aviation. Un certain nombre de compagnies, tant sur le marché européen que sur le marché extra-européen, ça peut être le Proche-Orient ou l'Asie, vont vous offrir la possibilité d'effectuer un travail de copilote, d'emmagasiner des heures et d'acquérir de l'expérience de vol sur un avion de ligne, mais c'est vous qui allez payer en fait les heures que vous allez effectuer sur la machine. Ce qui est prisé, c'est du vol de ligne pour des raisons opérationnelles, parce que bien sûr après, lorsque vous allez postuler dans une autre compagnie, il va falloir justifier d'une expérience dans le domaine de l'aviation civile et dans le transport de passagers. Donc vous êtes un copilote à part entière, vous êtes assis sur le siège de droite et vous pilotez comme n'importe quel autre pilote. Vous avez des passagers derrière, c'est un avion de ligne normal, c'est un vol régulier ou une compagnie low cost ou éventuellement une compagnie charter. Dans le jargon, on appelle ça le pay to fly. Le pay to fly, payer pour voler. Notre homme l'a fait dans une compagnie de charter basée hors d'Europe qui atterrit depuis des années à Kloten. Pour trouver ses 500 heures de vol, il est passé par une agence en Floride qui lui a demandé 30 000 francs. Sollicité, cette agence a refusé toute interview. Il est clair que d'un point de vue financier, ce système profite aux compagnies qui, d'une part, économisent le salaire d'un copilote et qui, plus est, encaissent l'argent que cette personne paye pour voler. Et si vous partiez en vacances dans un avion avec un pilote bénévole, mieux encore, un pilote qui aurait payé pour avoir le privilège d'être dans le cockpit, cela vous conviendrait? I don't think that's a good idea. Ouais, ça c'est un peu dommage. Peut-être l'État ou bien la compagnie, en fait c'est la compagnie aérienne qui devrait payer, je pense. Le marché étant ouvert tellement loin et tellement largement qu'on a une offre et une demande, et ma foi, tant que des gens accepteront des conditions pareilles, il y en aura. On ne devrait pas accepter ça, évidemment. Ils bossent beaucoup, ils payent, et puis après, il faut encore payer pour qu'ils puissent terminer leur formation, donc c'est injuste. Une telle chose serait-elle permise à une compagnie basée en Suisse? Pourrait-elle faire payer la place dans le cockpit, histoire de faire des économies? Nous avons posé la question à l'OFAC, l'Office fédéral de l'aviation civile. C'est cet organisme qui fait respecter la loi dans le ciel suisse. Et voici son vice-directeur. Alors il n'y a pas de réglementation qui interdirait de faire ceci. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible.
On peut se poser la question naturellement, est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'au niveau de la sécurité, c'est acceptable? Et lorsque nous avons examiné ça, nous sommes arrivés à la conclusion que finalement, c'était avant tout la motivation du pilote qui était un argument, et pour dire que c'était satisfaisant au niveau de la sécurité. Et ce qui compte, au fond, c'est plus la motivation du pilote que l'aspect salarial. Le plaisir de voler en guise de salaire. Nous verrons plus tard que ce principe peut pousser à bien des abus. En attendant, de la motivation, Mathieu en a à revendre. Il s'agit pour lui maintenant d'acquérir ces fameuses heures de vol. Pour Timothy, en bleu, l'horizon est en principe dégagé. Suisse, son potentiel employeur, devrait lui fournir l'expérience nécessaire. Mais pour Mathieu, qui suit une filière privée, tout reste ouvert. Comment trouvera-t-il les heures de vol nécessaires pour devenir un jour employable? Pour l'heure, place au plaisir. Les deux amis vont célébrer la réussite de leurs examens avec un petit vol de plaisance. Je suis tellement heureux dès le moment que je suis dans un cockpit que pour moi, que ça soit de la ligne ou que ça soit... Le mieux, ce serait de pouvoir tout faire. Je sais que j'aimerais bien pouvoir faire de l'humanitaire, ça peut être super, avec des règles de vol qui sont différentes. Il y a de la ligne qui m'intéresse absolument, évidemment. C'est peut-être plus posé, entre guillemets, mais ça reste toujours des magnifiques paysages, ça reste des défis de tous les jours. Et puis après, il y a encore l'aviation d'affaires qui m'intéresse énormément aussi. On vole moins, peut-être, moins d'heures de vol, mais disons que c'est peut-être plus varié, les endroits où on va atterrir, etc. Moi, j'ai entendu des aventures absolument géniales. J'en connais qui sont allés en Afghanistan. Bref, c'est un peu c'est l'aventure, quoi. Mais parfois, l'aventure se termine sur le pavé. Dans ce cortège de 1er mai à Genève, nous avons retrouvé 2 pilotes qui sont tombés de haut. Ils ont une licence professionnelle obtenue à l'école de Bergamo, en Italie. En 2011, ils sont engagés par une compagnie genevoise d'aviation d'affaires, la compagnie Zonig. Ils transporteront une clientèle richissime qui ne se déplace qu'en jet privé. Aujourd'hui sans emploi, les 2 pilotes témoignent un visage caché pour ne pas compromettre leur chance de voler à nouveau un jour. Le contrat, c'était un contrat à 2000 francs par mois. On a accepté parce que c'était vraiment la seule opportunité. Et la compagnie nous a demandé de payer notre training jusqu'à 80 000 euros. Il a fait des économies sur tout. Le patron nous a obligés à ne pas manger dans l'avion. Et qui mangeait dans l'avion? Lui et les passagers. Le contrat prévoyait des indemnités de repas pour les jours de vol. Quant à la compagnie, elle avait pignon sur rue et était homologuée par l'Office fédéral de l'aviation civile. Le fait qu'un pilote, par exemple d'affaires, puisse gagner 2000 francs par mois, ça fait partie, pour vous, des irrégularités qu'il s'agirait de dénoncer ou pas? Non, parce que nous ne nous occupons pas des conditions salariales. Nous nous occupons vraiment de la sécurité et de tout ce qui a un impact sur la sécurité. Alors maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'un salaire de 2000 francs, est-ce que ça a un impact sur la sécurité? Notre expérience nous dit qu'il faut que le salaire soit décent, bien sûr, mais en même temps, c'est plus la motivation du pilote. La motivation du pilote qui est un gage de sécurité que son salaire. Il est arrivé plus d'une fois que je monte dans l'avion le matin sans en redescendre le soir comme prévu. Mon périple le plus long a été d'environ 4 jours avec une dizaine d'heures de sommeil. C'est dangereux. C'est dangereux parce que nous n'avons pas seulement la responsabilité de nos vies, mais aussi celle des passagers que nous transportons. Une erreur dans l'aviation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. Quand tu voles 3 jours, tu dors juste une nuit, ou moitié, c'est dur et c'est dangereux. Pour nous, pour vous aussi, parce que s'il y a une émergence, on n'est pas capable de l'affronter. Et on va cracher sur la tête des personnes qui sont en bas. Donc,
C'est vraiment quelque chose de pas juste et de dangereux. Le parcours rapporté par l'un des deux copilotes autour du Nouvel An 2013 laisse songeur. Parti d'Abidjan le mardi 31 décembre, il arrive après 20 heures de vol en Californie. Il ne s'est arrêté que 2 fois, aux Açores et sur la côte est des États-Unis, pour des escales de moins de 30 minutes. Après une journée de pause, il repart le 2 janvier, direction la Russie, où il arrive après 15 heures de vol à Vnukovo, dans la banlieue de Moscou. Sur le chemin, il s'est arrêté 2 fois, une demi-heure. En Russie, il se repose à peine 3 heures sur le tarmac. Puis il redécolle direction le Pakistan, puis la Thaïlande et les Maldives. Après 15h30 de vol, il arrive aux Émirats arabes, avec 3 petites escales. Au total, près de 50 heures de vol en 4 jours. Sonic, il a fait des économies pour la maintenance de l'avion, parce que la maintenance, c'est la chose, je pense, qui est plus chère dans l'aviation. Sonic l'a obligé de ne pas écrire tous les heures de vol sur le tech-log, sur le livre de l'avion. On a écrit quelque chose comme 1 heure sur 3 ou sur 4. La compagnie faisait partie de ces compagnies que nous surveillons de plus près. On s'est aperçu lors de ces inspections qu'il y avait des problèmes, des manipulations de documents de bord. Et suite à ça, nous sommes intervenus et nous avons interdit cette compagnie de vol. Par contre, les pilotes concernés n'ont jamais dénoncé par le système qui leur permet justement de dénoncer des irrégularités, n'ont jamais fait usage de ce système pour dénoncer leurs conditions de travail ou des pressions qui auraient été exercées sur eux. Et bien sûr, si je dénonçais, je risque de perdre mon boulot. Sony se profitait de ça. Vous faites comme ça, sinon vous restez à la maison. Et le fac, il peut dire tout ce qu'il veut. Il n'a jamais découvert que le salaire c'était 2000 francs. Nous nous occupons de savoir est-ce que l'entreprise est économiquement viable, est-ce qu'elle a les liquidités nécessaires, parce que nous pensons que l'absence de liquidité pourrait avoir un impact sur la sécurité. Enfin, une compagnie qui paye ses pilotes 2000 francs par mois a un problème de viabilité économique, ou pas forcément? Alors, elle a un problème peut-être en tant que partenaire social, mais aussi longtemps qu'elle peut démontrer, en ouvrant ses comptes, qu'elle est capable, qu'elle a l'argent en caisse nécessaire, si vous voulez, pour assurer ses opérations dans un délai de 12 mois, par exemple, eh bien, la viabilité économique est considérée comme donnée. Même si elle se fait sur le dos et sur la santé de ses pilotes? Je ne dirais pas qu'elle se fait sur le dos de la santé de ses pilotes. Aussi longtemps, encore une fois, aussi longtemps que, du point de vue comptable, nous, on va pas examiner les conditions salariales dans chaque compagnie. C'est pas notre métier. Notre métier, c'est simplement de dire est-ce que cette compagnie a assez d'argent en caisse pour pouvoir opérer de façon sûre. Personnellement, vous me permettrez de dire que ça m'étonne énormément que le facteur humain, qui est un facteur de sécurité dans l'aviation, ne soit pas davantage pris en compte par vos services et par l'OFAC. Mais le facteur humain, on en tient compte dans la mesure où dans toutes les inspections, dans tous les audits, on va aussi s'assurer que toutes les procédures, tous les standards, tout ce qui est réglementaire soit respecté aussi bien par les pilotes que par le management de ces pilotes. Par contre, qu'il y ait du dumping salarial, par exemple, ce n'est pas une procédure qui contrevient à la sécurité dans l'avion. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est plus ça, on peut le regretter, mais cela sort de notre champ d'activité. En mars 2014, l'OFAC clouera finalement les avions de la compagnie Sonic au sol. Une série d'incidents avait éveillé les soupçons. Dans un article de presse, l'avocat de la compagnie affirme que la sécurité des passagers a de tout temps été garantie. Nous avons pour notre part sollicité une prise de position de la part de Sonic. La société y a renoncé par la voix du même avocat. Quant aux pilotes, restés sans emploi, ils sont allés chercher conseil auprès d'un syndicat.
Quand ces travailleurs sont venus chez nous, on a tout de suite compris qu'il y avait un dysfonctionnement dans le secteur. Par la suite, d'autres travailleurs, d'autres compagnies d'aviation privée sont venus aussi nous voir. Donc je ne pense pas que ce sera le seul cas qui sera dénoncé publiquement. Ce que l'on vit actuellement dans l'aviation d'affaires pourrait attaquer aussi le domaine de l'aviation civile? Moi, je pense qu'il y a déjà quelque chose qui se vérifie aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est un risque futur. On le voit dans les conditions de travail chez les compagnies de low cost. On le voit avec le conflit tout récent chez Swiss. Donc, on voit qu'il y a, depuis les années 90, une pression continue vers les travailleurs, vers les conditions de travail, vers les exigences qu'on veut de la part du personnel. Dans les années 90, la doctrine de l'Open Sky a pris son envol en Europe. Ce ciel ouvert, comme l'a voulu l'Union européenne en libéralisant le domaine de l'aviation, est aussi un ciel chargé. Un ciel lourd, notamment pour les compagnies historiques d'Europe, telles que Lufthansa, soumises à une concurrence de plus en plus forte. Là aussi, les pilotes se sentent menacés, au point, au printemps 2014, de se mettre en grève pour défendre leurs conditions de travail. Ils ont été soutenus par une majorité d'Allemands. Lufthansa, propriétaire de Suisse depuis 2005, fait maintenant pression sur sa branche helvétique pour qu'elle soit plus rentable. Alors, Suisse fait feu de tout bois. À Genève, elle tente de s'aligner sur les prix d'EasyJet en rabotant au passage les conditions d'engagement. Les conventions collectives du personnel de cabine ont été résiliées. Le maître mot, de Bruxelles à Francfort, en passant par Kloten et par Genève, c'est flexibilité. Ce qu'il faut comprendre avec le mot flexibilité, finalement, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie de l'aviation commerciale, de l'aviation civile, est soumise à de nouvelles règles. On a une concurrence qui est toujours plus forte, à la fois venant des pays du Golfe, mais aussi venant des compagnies low cost. Ce qui veut dire que pour Suisse, il faut pouvoir être plus flexible, il faut pouvoir finalement adapter certaines règles, adapter pourquoi pas aussi certaines conditions de travail pour pouvoir finalement continuer à assurer l'avenir de la compagnie. Pour le moment, chez Suisse, une convention collective de travail protège encore les pilotes, notamment contre des horaires de nuit qui pourraient devenir excessifs. Mais pour combien de temps? J'ai la chance de travailler encore dans une compagnie qui, elle, respecte une enveloppe qui me donne, dans la limite, la possibilité de travailler dans des conditions acceptables. Mais, indubitablement, toute pression économique exercée par le management sur les pilotes aura une influence. Nous ne sommes pas des héros, donc si tout d'un coup des facteurs humains nous préoccupent, eh bien on sera comme tout un chacun, on a le risque que notre capacité va diminuer. C'est un business un petit peu de fou, l'aviation, hein, et ces pressions économiques amènent les compagnies à pousser leurs pilotes à exercer avec des temps de vol qui sont beaucoup plus grands. En mai 2012 à Cologne, devant le siège de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne. Ce jour-là, les pilotes européens viennent rappeler les résultats d'une étude scientifique sur la fatigue. Une étude commanditée par la même agence. Elle dit qu'il y a des limites à ne pas dépasser, notamment pour les vols de nuit. Mais les arguments économiques l'emporteront. L'agence européenne autorisera finalement 11 heures de vol la nuit, à la satisfaction des compagnies aériennes, notamment charter, mais contre l'avis des scientifiques et des pilotes. La fatigue, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter à un moment donné. On fait assez de campagnes pour dire que les chauffeurs poids lourds doivent avoir un temps de travail limité. Même un chauffeur, même tout un chacun de sa voiture, devrait s'arrêter lorsqu'il perçoit la fatigue. Et là, on demande à des pilotes de pouvoir aller au-delà. Les Américains, d'ailleurs, sont complètement revenus parce qu'eux, ils ont eu des accidents. Ils ont touché les limites. So I walked over to the kitchen window and all of a sudden I heard this bang. 9 février 2009, dans l'État de New York. Cette nuit-là, le vol Colgan Air 3407, avec 45 passagers à bord, s'écrase dans la banlieue de Buffalo. L'enquête mettra en cause l'extrême fatigue de l'équipage, qui n'a pas réagi aux alarmes dans le cockpit. Choquées, les autorités américaines tirent la leçon. Elles limitent la durée du travail de nuit pour les pilotes à 8 heures, aux grandes dames des compagnies d'aviation américaines. Elles devront désormais opérer certains vols long courriers avec 3 pilotes, là où les compagnies européennes continueront à n'en employer que 2. Compétitivité oblige.
Rester compétitif, ça veut dire que les conditions de travail doivent être telles qu'il n'y a pas d'atteinte à la sécurité, et en même temps, les conditions de travail doivent être telles que l'aviation civile, qu'elle soit suisse ou européenne, puisse se développer. Et pour se développer, les compagnies aériennes devront aussi demander le maximum de l'avion et de son pilote. Car tant qu'ils sont au sol, ces deux-là ne rapportent rien. Alors que les compagnies sont désespérément en quête d'économie, on peut se demander à quoi ressemblera demain le métier de pilote. Parfait. Il est clair qu'on aura toujours un pilote dans l'avion, n'est-ce pas? Mais on peut s'imaginer à long terme que certains transports aériens se fassent sans pilote. Effectivement, il y a déjà des études aux États-Unis pour avoir ce qu'on appelle des unmanned vehicles. Quel avantage selon vous? Alors, avantage de pouvoir faire baisser les coûts, bien sûr. On retombe sur nos pattes. C'est une avancée technologique. Il faut le voir comme ça. Dans 10 ans, nos deux jeunes pilotes seront-ils encore aux commandes d'un avion? Ou auront-ils été sacrifiés sur l'autel du profit? Pourront-ils demain encore se porter garant de notre sécurité à bord, comme ils s'y préparent aujourd'hui? À ce jour, les avions de la compagnie privée Zonig, qui est sous enquête pénale de l'OFAC, sont toujours cloués au sol. Quant aux 3 tragédies aériennes de cet été, elles font elles aussi l'objet d'enquêtes.